Bonjour à tous, bienvenue dans votre journal. Bonjour Frédéric. Bonjour, généralement c'est l'autre, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça fait toujours plaisir de vous voir à l'antenne. Comment ça va Marlène? C'est moi en premier, ça va très bien. Je suis ravie d'être sur ce plateau avec vous Frédéric. Eh bien, c'est moi aussi, je suis ravie, je suis d'ailleurs toujours ravie. Avant de vous passer la parole, je vais rappeler quelques titres que vous allez développer pendant cette émission. La conférence de presse suite à la garde à vue du premier adjoint de la ville de Nîmes, Franck Proust, mais aussi les travaux de renforcement des digues entre Beaucaire et Fourques et la mobilisation de l'UNICEF pour venir en aide aux victimes du séisme en Haïti. Marlène, c'est à vous pour la suite. Oui, on commence tout de suite avec de la politique et 10 heures de garde à vue pour Franck Proust, le premier adjoint au maire de Nîmes. Franck Proust a été auditionné hier matin à partir de 10h par la brigade financière au siège du SRPJ de Montpellier. Les investigations portent sur des anomalies liées à la gestion de la société d'économie mixte de Nîmes Métropole, la CENIM, que Franck Proust a présidé durant son premier mandat de 2001 à 2008, alors qu'il était adjoint au maire délégué à l'économie. Hier soir, vers 21h, la garde à vue de Franck Proust a été levée. Il a organisé aujourd'hui une conférence de presse pour s'expliquer. On l'écoute au micro de Nicolas Pinchino. Vous savez, une garde à vue, le terme est un peu spécial, fait parfois peur, mais il faut rappeler que la garde à vue est là pour assurer la protection de la défense. Mais en tout cas, ça s'est fait dans des conditions très professionnelles. Nous avons beaucoup travaillé. Vous savez, entre 2001 et 2007, l'année de toute cette mandature où j'ai présidé la Société d'économie mixte, eh bien entendu, il y a un certain nombre de dossiers. Et par conséquent, une journée entière, vous savez, c'est pas de trop. Rappelons quand même que cette affaire a déjà démarré il y a près de 4 ans, que l'ex-président a été entendu, l'ex-directeur, un certain nombre d'entreprises également. Voilà, c'est pour moi un non-événement, c'est la suite logique de l'enquête. Ce qui est difficile, je l'ai toujours dit, c'est de se faire attaquer injustement, que certains protagonistes utilisent la calomnie, ou en tout cas ces affaires de justice pour faire de la politique. Il ne faut pas tout confondre, c'est pas moi qui le dis, hein. Vous savez, Georges Frêche disait l'autre jour que de faire de la politique avec justice, eh bien c'est pas quelque chose de très correct. Julien Drey parlait de ceux qui crachaient en l'air, il pouvait y avoir des retombées qui ne soient pas forcément agréables. Voilà, c'est en tout cas pas la manière dont je fais de la politique et la manière dont je gère les affaires de cette ville depuis maintenant pratiquement 20 ans. Mon intervention s'est arrêtée hier à 21h. Voilà, j'en sais pas plus. On me tiendra au courant de la suite qui sera donnée à cette affaire. Voilà, c'était Franck Proust, premier adjoint à la mairie de Nîmes, au micro de Nicolas Pinchino, suite à sa garde à vue d'hier. On poursuit maintenant avec les travaux. 2010, l'occasion de poursuivre le programme de travaux du plan du Rhône sur les communes d'Arles et Beaucaire et d'achever le programme des invariants littorales au Sainte-Marie-de-la-Mer. Le CIMADREM, syndicat mixte interrégional d'aménagement des digues du delta du Rhône et de la mer, est en charge du chantier de renforcement des digues entre Beaucaire et Fourques. Il permet de sécuriser et rendre carrossables les digues par temps de pluie. Alain Bellon nous en dit plus. Une nouvelle phase du plan Rhône va débuter. Elle concerne le renforcement des digues entre Beaucaire et Fourques. Nous démarrons un volume de travaux de 43 millions d'euros, ce qui est tout à fait considérable. Et c'est sur la rive droite du Rhône. Et nous allons ainsi pouvoir protéger depuis Beaucaire et Fourques la totalité des populations et des territoires avec l'application des schémas d'une digue submersible, ce qui respecte les conditions de gestion du régime du fleuve. Mais avant d'en arriver à cette étape, 2 ans a été le temps pour la réalisation de l'étude de calage. Nous avons renvoyé les résultats de ces études aux associations, aux habitants, bien sûr aux services experts de l'État pour pouvoir valider et ainsi avoir des hauteurs de niveau de protection qui soient, à défaut d'être admises, qui soient comprises et par ailleurs même qui soient partagées par l'ensemble de ceux qui vivent au bord du Rhône. Pour le maire de Fourques, cette nouvelle étape était attendue depuis longtemps. J'allais dire presque depuis toujours. Nous attendions que les digues du Rhône puissent nous prémunir de crues qu'on soupçonne encore plus importantes dans le futur que ce qu'on croit qu'elles ont été dans le passé. Voilà. Il ne s'agit pas de monter les digues plus hautes que ce qu'elles sont, il s'agit d'avoir des digues qui résistent à une rupture. Donc on appelle ça des digues déversantes, c'est-à-dire que quand le Rhône monte, les digues tiennent et quand il se trouve que la crue soit en capacité de dépasser la protection des digues,
nous faisons déborder que le pic de crue. Et le Rhône a la particularité d'être un fleuve qui a une crue à montée très rapide, mais à des crues aussi très rapides. Donc en réalité, il fallait donc lutter contre le pic de crue et non pas contre la crue elle-même. Les travaux débuteront courant 2011. Mais avant, réunions publiques d'information, appels d'offres et autres procédures seront réalisées. L'UNICEF se mobilise pour aider les victimes au séisme d'Haïti, Marlène. Oui, la présence de l'UNICEF en Haïti remonte à 1949. La malnutrition, la scolarisation, les vaccinations et plus largement la protection des enfants sont au cœur de leurs actions. Lors du séisme, 44 membres de l'équipe de l'UNICEF étaient sur place. Ils sont tous sains et saufs. Seuls les bâtiments de l'UNICEF ont été endommagés. Dès le lendemain de la catastrophe, l'UNICEF a déployé son dispositif avec en priorité une aide tournée vers les enfants qui représentent 43% de la population. Olivier Michel a rencontré la présidente de la délégation départementale. Depuis le séisme en Haïti, l'UNICEF est devenue responsable de la coordination de l'aide internationale dans les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de la nutrition et de l'éducation. Et dans ce pays, où avant le séisme, seuls 50% des enfants étaient scolarisés, tout est à recommencer pour l'UNICEF qui œuvre sur place depuis 1949. Donc la première chose, on installe des tentes, on installe des espaces pour eux dans lesquels on va d'abord les faire s'amuser, les faire jouer, les faire écrire, les faire dessiner pour sortir, pour qu'ils arrivent à extirper d'eux toutes les horreurs qu'ils ont vues. Donc, et ensuite, le plus rapidement possible, on les met dans leur contexte normal, c'est-à-dire les écoles. Alors l'UNICEF a les fameuses school in box, c'est-à-dire des containers qui arrivent et qui sont faits pour organiser une classe pour une soixantaine d'élèves avec le minimum de base pour les garder dans ce contexte scolaire. Un minimum vital également assuré dans le domaine de l'eau et de la nutrition dès le lendemain de la catastrophe. L'UNICEF a installé des points de distribution d'eau, fourni des comprimés purificateurs d'eau et alimenté dans l'urgence la population avec la distribution d'aliments thérapeutiques. Alors une des possibilités, une des révolutions pour l'UNICEF qui fonctionne dans tous les pays et qui est valable évidemment en cas d'urgence, sont ces petits sachets de plum peanut, qui est de la pâte d'arachide et qui permet de nourrir les enfants. 2 sachets, ça fait une journée de survie pour un enfant et un sachet coûte 40 centimes. En matière de santé, l'UNICEF a assuré début février la première campagne de vaccination contre la diphtérie, le tétanos et la rougeole auprès de 600 000 enfants de moins de 5 ans. Pour les aider, les dons sont à envoyer à UNICEF, Urgence Haïti, BP 600 75 006 Paris. La délégation gardoise encourage également les initiatives locales. Une classe de l'école primaire de Junas s'est déjà manifestée. Et on revient sur la visite de Georges Frêche au CHU Carrémo de Nîmes. Le président de région est venu hier et il s'est engagé de soutenir 3 projets. 2 d'entre eux sont financés. Il s'agit pour le premier projet de la construction d'une maison médicale. Le second projet est l'aménagement urbain, campus Hoche, prémisse de la reconstruction de l'université de Nîmes. Georges Frêche a par ailleurs annoncé l'engagement financier de la région au développement de la faculté de médecine. Retour sur cette journée avec Pierre-Paul Castelli. Georges Frêche était à nouveau présent à Nîmes ce mercredi. À l'invitation du CHU Carrémo, le président de région s'est engagé à soutenir une série de projets, notamment la création d'une maison médicale de garde sur le site du CHU, le campus universitaire Hoche ou encore des rapprochements entre les CHU de Nîmes et de Montpellier. Aujourd'hui, on a réglé 3 problèmes. Nous avons réglé le problème d'une maison médicale de santé qui sera à l'extérieur de l'hôpital, mais sur un terrain que nous fournit celui-ci. C'est pour éviter l'engorgement des urgences le samedi et le dimanche. Nous aidons la ville de Nîmes à développer le centre Hoche sur lequel elle va faire un certain nombre d'agrandissements du CHU de Nîmes. Et puis la 3e opération qui n'est pas tout à fait réglée mais qui est pratiquement réglée, c'est l'extension de la fac de médecine sur Nîmes. Travailler en étroite synergie entre les CHU gardois et héroltais, c'est une condition désormais nécessaire à leur développement. Je crois que tout le monde l'a compris aujourd'hui, le Languedoc-Roussillon est une région qui a des forces finalement
d'explosion si on n'y prête pas garde, et que rien ne se fera si on n'apparaît pas, à l'extérieur en particulier, dans la compétition qui est maintenant internationale, si on n'apparaît pas comme unis. Et aujourd'hui, pour atteindre les seuils qui sont les seuils de cette compétition internationale, il faut absolument que Montpellier et Nîmes soient alliés. Cette raison, elle va de soi, parce que c'est quand même deux villes qui ont des traditions fortes médicales, et sur lesquelles on a quand même d'excellents praticiens, d'excellentes équipes, qui méritent justement qu'on les mette dans le jeu international. Les travaux de la maison de garde de Nîmes, qui permettra de désengorger les urgences, devraient commencer dès le premier semestre 2010. Et Georges Frêche a réagi aujourd'hui à la polémique qu'il a déclenchée hier au niveau national après avoir déclaré à propos de Laurent Fabius qu'il avait une tronche pas catholique. Georges Frêche n'a pas démenti ces termes, mais il assure aujourd'hui, je cite, « Interrogé sur le non-soutien de Laurent Fabius à mon endroit, j'ai répondu par une expression populaire utilisée par tous les Français depuis des siècles. Celle-ci exprime le manque de confiance que j'ai à son égard depuis le congrès de Rennes de 1990 et pas autre chose. » Et Georges Frêche a également ajouté « C'est devenu un sport national que de taper sur Georges Frêche. Les habitants du Languedoc-Roussillon qui me connaissent savent combien cette caricature qui vire à la chasse à l'homme est dérisoire. » Fin de citation. Et politique toujours, et on reste du côté de Montpellier, une ville qui affectionne tout particulièrement Georges Frêche. Hélène Mandroux, maire de Montpellier, vient d'annoncer qu'elle serait sur la liste Europe Écologie pour les régionales de mars à venir. On va ouvrir maintenant une page culture. Frédéric, vous avez devant vous un livre. Un très beau livre que je conseille à tout le monde. Peinture et littérature se mêlent dans l'ouvrage de Pierre Parsus, un livre intitulé Pictor, on le voit à l'écran, pour un artiste aux multiples talents que nous présentent deux artistes en herbe, Camille Bonnet et Arnaud Rondan. Pour son deuxième ouvrage, Pictor, Pierre Parsus et la Siam de Langlade tenaient à marquer le coup. Toute l'équipe s'est réunie aujourd'hui dans les locaux de l'imprimerie. Au programme, séance de dédicace pour une trentaine de livres numérotés. Une œuvre originale mêlant l'écriture à la première passion de l'auteur, la peinture. J'avais jamais imaginé écrire. Étant donné la difficulté de peindre, je me disais, chacun son métier, je voulais pas écrire. Et puis, c'est parti comme ça. C'est parti, et puis un écrivain assez célèbre que je connais m'a dit, tu peux pas, il faut continuer. Et j'ai continué, quoi. Mais j'ai vraiment travaillé mes textes, quoi, sans que ça ait l'air travaillé. Un travail pas seulement d'une personne, mais de toute une équipe qui se connaissent depuis le premier ouvrage de Pierre Parsus, c'était il y a 5 ans. À la genèse, c'était en fait Huguette Bouchardot, pour qui j'imprimais, qui avait recommandé à Pierre Parsus de venir me voir lors de son premier ouvrage pour l'imprimer. Donc à l'époque, on a fait le premier livre qui s'appelait L'Art singulier, et 4 ans après, L'Art singulier étant un livre vraiment dédié aux peintures de Pierre Parsus, Pierre Parsus est venu me voir pour cette fois-ci mettre sur le papier ce qu'il avait écrit. L'histoire d'un peintre, c'est pas une biographie, mais c'est l'histoire, le parcours, le cheminement d'un peintre à travers sa peinture, de son plus jeune âge jusqu'à maintenant. Et donc on a mis en forme ce livre, et tout naturellement je me suis retourné vers mes anciens collaborateurs de la Siam pour procéder à son impression. Cette œuvre est un recueil de textes et de peintures biographiques qui balayent les époques et les humeurs. L'ouvrage sera présenté ce week-end au Salon de la Biographie au Carré d'Art. Sinon, pour les plus impatients, vous pourrez vous le dégoter dans les bonnes librairies nîmoises et à Sud-Routage. À 88 ans, Pierre Parsus a voulu, avec Pictor, offrir une trace de ses talents. Je vais vous dire pourquoi j'ai mis des peintures récentes à la fin, parce que tout le long du livre, presque tout le long du livre, je dis que je suis pas content de moi. Alors j'ai pas voulu que ça fasse souvenir d'un raté, vous comprenez? Voilà, c'était Pierre Parsus au micro de Camille Bonnet et Arnaud Rondan. On part du côté des arènes d'Arles. Date limite hier pour que les candidats à la gestion des arènes dans le cadre d'une délégation de service public se fassent connaître. C'était donc hier soir la date limite. Les sortants Luc et Marc Jalabert se sont présentés, ainsi que Marie-Sara, Robert Pilès et Pascal Maillan. La famille Calais avec Philippe, Marie-Pierre et Pierre-Henri. Auguste Losada, la société espagnole Cerolo. Pour l'instant, il s'agit seulement de se présenter. Le calendrier
février se déroule ensuite ainsi. Début février aura lieu la réunion de la commission d'appel d'offres. On connaîtra alors les candidats retenus. Fin février, ce sera l'envoi du cahier des charges. Fin mars, la réception des offres. Début avril, l'ouverture des dossiers. Fin avril, les négociations seront engagées par la mairie. Mi-juin, ce sera la décision du maire. Fin juin, communication au conseil municipal. Et enfin, entre le 15 et le 21 juillet, aura lieu le vote final pour connaître celui ou celle qui gérera les arènes d'Arles. On part maintenant du côté de Quessargues pour le salon des collections. Ce week-end, un événement qui s'est déroulé donc et qui a suivi Michel Rousseau, notre journaliste quessarguais préféré. En cette période de vœux, que peut-on souhaiter aux collectionneurs de tout poil, sinon de trouver enfin la pièce unique qui manquait à leur tableau de chasse? Et pour cela, quoi de mieux que d'arpenter plein d'espérance les allées du salon qui se tenait dimanche 17 janvier, salle Saint-Exupéry à Quessargues. Bien, nous avons une cinquantaine d'exposants et c'est la 18e année que nous faisons le salon. Nous avons les timbres, les cartes postales et les capsules de champagne. Et le restant aussi suit, mais c'est vrai que c'est ce qui sort le plus. Ainsi, on peut aisément se rendre compte qu'on peut collectionner tout et n'importe quoi. Bien sûr, cartes postales anciennes, pièces de monnaie, timbres-poste, vieilles lettres, documents d'époque, disques vinyles, guides Michelin, petites voitures, bandes dessinées, roches et cristaux, peluches, poupées ont toujours la cote, même si les trains électriques, absents cette fois, font certainement l'objet d'expositions spécifiques. Vous avez de la numismatique, tout ce qui est monnaie, les timbres, une majorité de cartes postales aussi, objets militaria, objets anciens, les couteaux, casques, donc les casques de pompiers, casques militaires. On a aussi pas mal de livres et c'est vrai que bon, ça demande quand même pas mal d'espace, mais bon, ici on est quand même des habitués, chaque année on peut nous retrouver à cet emplacement. Comme l'an dernier, le chaland pouvait faire expertiser ses vieilles croûtes, les toiles de grand-père oubliées au grenier. Mais il y avait en plus cette fois une restauratrice de céramique à l'art aussi subtil que merveilleux. Souvent, on m'amène des pièces qui sont restaurées maison, donc qui demandent beaucoup plus de travail. C'est pour ça que je préconise, quand on casse quelque chose, de bien ramasser les morceaux, de les emballer individuellement, de pouvoir surtout ne pas les coller avec les colles de commerce. Il peut y avoir des variantes pour le devis, ça peut être une restauration, un collage simple, ou ensuite un collage avec un bouchage teinté. On retravaille toute la sculpture, donc avec des petits outils, des petites limes, tout ça. Ou alors une restauration illusionniste où l'objet sera restauré, pas dans sa totalité, mais en tout cas les parties manquantes. Un salon extrêmement complet donc, pour le plus grand plaisir des professionnels et des profanes. Voilà le salon des collections de Quessargues. J'ai vu que vous étiez vraiment absorbé, Frédéric, par toutes ces magnificences. Oui, surtout que j'ai vu à la fin du reportage des pierres semi-précieuses, donc nous avons parlé pendant l'émission du salon des minéraux et des fossiles qui se tiendra, je vous le rappelle, au parc des Costières, au stade des Costières, tous ce vendredi, samedi et dimanche. Vous aimez ce qui brille, Frédéric? J'adore ce qui brille. Vous aimez aussi la musique. Exactement. Et on connaît déjà les 2 premières dates de l'édition 2010 du Festival de Nîmes. C'est l'été, le Festival de Nîmes. L'été approche à grands pas. Il y aura on n'a pas fini l'hiver quand même. Marc Nofleur, si je vous dis Marc Nofleur, vous le connaissez, Marc? C'est un joueur de pipeau, ça? Oui, presque, il joue de la guitare, c'est l'ex-joueur des Dire Straits. Il sera le 22 juillet à 20h30 donc, dans les arènes de Nîmes pour un concert. Et le 24 juillet, ce sera M avec des invités. Ah, vous m'aimez? C'est gentil. Oui, aussi. Ouverture des locations donc au public à partir de demain, vendredi 29 janvier. D'autres informations, Marlène, avant de... C'est terminé pour ce soir, Frédéric. Allez, je vais faire quelque chose que j'ai toujours eu envie de faire à l'antenne. Je vais vous lancer... Voilà, comment ça s'est fait, vous m'avez taquiné. Voilà, tant pis pour vous. Allez, puis je vous présente, Marlène, le magazine à tous nos téléspectateurs. Alors, vous le connaissez, certes, mais voilà, le numéro 2, avec les Miss Camargue et Miss Nîmes qui font les soldes. Vous saurez tout justement sur qui leur plaît. Peut-être qu'elles aiment ceux qui brillent aussi. Peut-être, j'espère pour elle. Voilà, tous les programmes de la TNT ainsi que ceux de Télémiroir sur ce numéro 2, le magazine de Télémiroir, 700 points quand même de distribution. C'est pas rien. Voilà, dans quelques secondes, vos 2 rendez-vous concernant le sport, ACA Hebdo ainsi que Croco Hebdo, les prolongations. Et à 21h, Noir et Blanc avec Patrick Mallet. Merci de votre fidélité. Et puis, on vous dit à demain, même heure pour les aléas du direct.
Au revoir et bonne soirée à toutes et à tous.